médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence! Une urgence! Vous êtes médecin libéral ? Tout va bien ? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 16e épisode de La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, vous le savez, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France, sur un sujet précis. Aujourd'hui, on va parler du plan d'action Tolérance Zéro, mis en place par le gouvernement pour lutter contre les violences dont les soignants sont victimes. On va rappeler un chiffre, d'abord, 4 professionnels de santé sur 10 ont été menacés ou agressés l'année dernière. Ce plan national, d'ailleurs, il est arrivé après le plan de prévention de l'URPS. Donc 1 an après sa mise en place, on va se poser une question. Quels en sont les effets ? Ce plan est-il efficace ? Les médecins se sont-ils mieux armés pour répondre à l'agressivité croissante des patients ? On va en parler aujourd'hui avec le docteur Mardoché-Sebac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'URPS médecins. On est également avec madame Fatima Saïd d'Auvergne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'AIUF, Association interprofessionnelle des URPS franciliennes. AIUF composée notamment des URPS, chirurgiens dentistes, infirmiers, masseurs kinés, podologues, sages-femmes, peut-être que j'en oublie. Également avec nous, Dave Mabungu, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission sûreté interrégionale de l'URPS médecins. Donc, on va évoquer... Ouais, je me suis peut-être trompée. Chargé de sûreté, chargé de mission. Chargé de mission, sûreté régionale. Inter-URPS. Voilà, merci beaucoup Dave. Et d'ailleurs, je vais commencer avec vous. Ça fait 9 mois que vous êtes chargé de mission. Est-ce qu'on peut avoir vos missions principales au sein de l'URPS ? Mes missions principales auprès des URPS, c'est les accompagner, les conseiller, les sensibiliser, je dirais, aux notions de sécurisation et de sécurité, parce que les professionnels de santé, naturellement, ne sont pas acculturés ni sensibilisés aux problématiques de sécurité. Et donc, quand on met en place un plan d'action Tolérance Zéro, il est bienvenu de sensibiliser les professionnels de santé sur la sécurité, sur comment ça se passe, sur comment se sécuriser, et notamment aussi comment qualifier les faits dont ils pourraient être victimes ou dont ils pourraient faire l'objet. Ça peut être, quand je dis faits, ça peut être des liés au crime, des violences verbales, des violences physiques, des agressions, des menaces. Donc moi j'ai tout un aspect sensibilisation, accompagnement. Et puis, j'essaie d'apporter aussi mon expertise toujours en termes de sûreté, notamment en mettant en place un répertoire de matériel à destination des professionnels de santé pour qu'ils puissent exercer en toute sécurité. Il y a donc un mix, si je vous comprends bien, entre le côté prévention et aspect sûreté dont vous êtes le spécialiste, mais aussi peut-être traduction entre guillemets judiciaire de ce qui arrive aux médecins. Oui, parce que j'ai une formation de juriste, étant ancien policier, donc j'ai la maîtrise de la procédure pénale et du droit pénal, et donc j'essaie d'accompagner les professionnels là-dessus lorsqu'il y a un souhait de dépôt de plainte ou de main courante pour les orienter au mieux. Bon, alors je le disais en propos liminaire dans l'introduction, 4 soignants sur 10 victimes d'une agression soit verbale, soit physique l'année dernière. On est quasiment sur la jauge des 50%. C'est quoi le type de violence classique, quotidienne, auxquelles sont confrontés les médecins ? Fatima ? Moi, je parlerai pas que de médecins. Je représente les soignants, pardon. Voilà, je représente les professionnels de santé. Et quand vous dites 4 sur 10, à mon avis, vous êtes loin de la vérité. Parce que le 4 sur 10, c'est ceux qui se sont déclarés. Et on oublie souvent ceux qui ne déclarent pas, par manque de temps, par traumatisme, parce que c'est pas le moment, parce que les procédures sont longues et quelquefois on minimise aussi la violence qui peut être faite, puisque vous avez des violences physiques qui sont elles très graves et effectivement celles-là en général elles sont objectivées, elles sont vues, mais vous avez toutes les violences du quotidien, la violence verbale, les gestes un peu déplacés, l'agressivité, les mots. Vous avez aussi de la violence, je claque la porte du cabinet parce que je suis pas content. Vous voyez toute cette violence là larvée
et qui ressort de plus en plus et qui n'est pas vu en réalité. On a senti depuis quelques années une augmentation de cette violence et pour tout professionnel de santé confondu, que ce soit les médecins en cabinet, les pharmaciens dans leurs officines, les infirmiers libéraux au domicile des patients. C'est vraiment un large spectre que vous avez devant vous de violence à tout niveau. Un constat partagé et ce pourquoi d'ailleurs il y a une mission inter-URPS, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, à l'image de ce qu'est la société et de ce qu'on vit en tant que citoyen, vit au quotidien ces violences. Effectivement, 4 sur 10, ce sont les déclarés, Mardoché. Est-ce qu'il y a aussi un peu de, pas de pudeur chez les médecins à l'idée de ne pas aller jusqu'au bout du dépôt de plainte après un acte de violence? Non, c'est pas la question. C'est que le médecin est au cabinet, il est au service des patients et il s'aperçoit que même s'il le déclare, s'il porte plainte, il va aller jusqu'au bout de quoi? Alors, il n'y a pas de réel... Alors, est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que c'est fort, c'est moins fort? C'est vrai que c'est pas la mentalité du médecin d'aller jusqu'au bout. Donc, effectivement, une fois que c'est passé, il tente d'oublier ça. Mais il faut essayer, effectivement, de l'aider dans cette période-là, parce que le risque de burn-out peut être réel si il n'est pas aidé et pris en charge à ce moment-là. Sur la question de la prévention, justement, Dave, est-ce que c'est un truc que vous essayez d'insuffler auprès des médecins qui vous contactent, de dire allez jusqu'au bout, allez porter plainte? Oui, justement, pour rebondir là-dessus, ce qui peut expliquer aussi le chiffre que vous donnez, c'est que les professionnels de santé ont une relation particulière avec leurs patients. Parfois, un professionnel de santé qui connaît son patient depuis 5 ou 10 ans, voire plus, et si demain il devait y avoir un incident, il va quand même hésiter plusieurs fois avant d'aller déposer plainte, parce que pour lui, c'est un seuil qu'il n'a pas à franchir compte tenu du lien qu'il entretient avec son patient. Donc ça, c'est un frein. C'est un frein important dans la suite réservée aux procédures ou aux plaintes. Mais effectivement, c'est tout un enjeu de sensibiliser les professionnels de santé à aller jusqu'au bout de leur démarche procédurale quand il s'agit de déposer plainte ou déposer une main courante. Donc oui, il faut les pousser parce que déjà ils connaissent pas les suites réservées à une plainte, ils connaissent pas les suites réservées à une main courante. Ils ont besoin de connaître les différences et puis d'être rassurés sur le bien fondé de leur démarche. Donc oui, je confirme que il faut continuer à sensibiliser et que ça explique en partie le chiffre que vous avez donné. Le plan national, cette fois, qui a repris, contient 42 mesures avec 3 volets principaux qu'on peut citer. Ce sont des grands mots, mais prévention, sécurisation, accompagnement. 42 mesures qu'on va pas décliner là, mais est-ce que ce plan déjà est une bonne chose, une bonne avancée, ou est-ce que ça n'est qu'un cadre qui finalement n'a pas fait avancer les choses d'un iota depuis 1 an? Je vois Fatima qui dodeline de la tête. Oh oui, dodeline. Je dodeline parce que c'est effectivement, comme vous le dites, un cadre avec des mesures qui sont couchées sur papier, mais des mesures auxquelles on a réfléchi nous depuis bien longtemps. Et c'est pas parce qu'on va les exprimer qu'elles vont se faire. Voyez, 42 mesures, c'est très bien, on est content. Maintenant, il faut les décliner, il faut les appliquer. Vous avez dans ce catalogue des mesures qui aujourd'hui sont pas applicables immédiatement parce que vous avez des cadres législatifs qui bougent pas, d'autant moins aujourd'hui. On a des cadres qui sont précis et qu'il va falloir réformer, mettre au goût du jour pour toutes les professions. Et vous avez des réponses territoriales qui sont pas toujours adaptées et qu'il faut aussi réformer ou voir ce qu'il en est. Parce que avoir des référents partout, avoir des process très compliqués, ça se fait pas comme ça. Et 42 mesures, oui, c'est bien. Il était temps de les exprimer dans un cadre, on va dire ça comme ça. C'était temps. Donc en parallèle, il y a aussi, vous, au sein des URPS, tout le boulot que vous faites sur le terrain. Pour être très concret, parce qu'il y a pas mal de demandes, et d'ailleurs on écoutera une question d'un médecin tout à l'heure. Comment on fait pour apprendre aux médecins à réagir face à des patients violents? Qu'est-ce que vous déployez, Mardoché? Il existe actuellement des formations, on est en train de faire le tour des différents départements pour l'aider à réagir par rapport aux patients, j'allais dire violents, mais ça peut être aussi une demande excessive, ça peut être plein de choses.
Et ensuite, il existe des rediffusions de ce type de podcast qui peuvent l'aider. Ils peuvent nous téléphoner ici, on a un numéro direct. Le chargé de sûreté régionale, Monsieur Mabungu, est là justement pour les aider sur le plan pratique, administratif, voire même judiciaire et policier. Et donc, voilà, il faut pas qu'ils hésitent à solliciter, à téléphoner aux différents numéros des URPS. Dave, depuis que vous êtes là, depuis 9 mois, il y a eu une hausse du nombre d'appels. Enfin, vous voyez que ça fonctionne et qu'il y a une réelle demande? La demande est là. Mais après, le plan demande à être connu. Notre plan d'action demande à être connu auprès de tous les professionnels de santé. À ça s'ajoutent les obligations professionnelles de chacun, mais on peut dire que le nombre d'appels a été progressif. Le numéro unique que nous avons mis en place à l'AUF a vu le jour fin janvier. On dénombre une vingtaine d'appels jusqu'aujourd'hui. Bon, ça pourrait être beaucoup plus. Donc, on demande aussi aux URPS de partager et de communiquer sur le plan et sur le numéro unique de manière à ce qu'il puisse être connu et qu'on puisse témoigner un peu de tous ces éléments. Vous disiez, on n'a pas finalement une vision très claire puisque beaucoup de médecins ne vont pas déclarer un fait de violence. Est-ce que, alors là je m'adresse peut-être plus aux soignants qui exercent, est-ce que vous avez vu évoluer votre relation aux patients depuis quelques années? Est-ce qu'il y a une typologie aussi de patients qui peut être violent? Est-ce que vous pouvez nous qualifier, nous décrire les choses? Fatima? Alors, moi, j'ai vu évoluer la situation, j'ai vu l'agacement monter, j'ai vu l'immédiateté de demande de mes patients. Ça fait quand même 25 ans que j'exerce maintenant en libéral. Et maintenant, les rapports sont beaucoup plus musclés, c'est-à-dire qu'en fait, les patients ont perdu cette notion de respect qu'ils avaient il y a une quinzaine d'années, respect de la fonction, de la profession. Aujourd'hui, c'est j'y ai droit. Donc moi, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous maintenant et je le veux maintenant. Nous, dans ma profession, on appelle ça l'effet Amazon. Vous voyez, l'effet Amazon, je clique, donc je suis livré dans 2 heures. Ah bon, ça prend plus que 2 heures, mais c'est incroyable. Donc je prends mon rendez-vous sur Doctolib. Je prends mon rendez-vous sur Doctolib. Je ne comprends même pas qu'en faisant appel à Doctolib, j'ai pas mon rendez-vous dans la journée, puisque je suis sur Internet. Donc je clique, je veux mon rendez-vous dans la journée. Et quand ils ne l'ont pas, ils deviennent agressifs. Et vous avez cette parole qui s'est libérée. J'avais pas ça avant. Honnêtement, je ne l'avais pas et maintenant c'est des injures, c'est mais vous êtes à mon service, je paye ma sécurité sociale, vous devez me soigner. Bon, ça c'est quelque chose que j'avais pas il y a 15 ans. Vous êtes considéré comme un service public? Prestataire de service. Ah oui. Ah oui, je suis devenue prestataire de service. Donc c'est à peu près ça. Et j'ai pas c'est toute catégorie sociale confondue. Il y a pas de sexe, il y a pas d'âge. J'ai même eu des petites violences verbales de la part d'une personne âgée, chose que je n'aurais jamais vue il y a 15 ans. Quand je vous dis âgée, je situe à 75 ans, vous voyez. D'accord, parce que j'allais vous questionner sur la génération. Sur non. Le switch de génération, la génération réseaux sociaux, justement, celle qui libère la parole, qui lâche tout. Non. Ah bah, donc, il y a peut-être un tout petit peu plus chez les 30-40. Pas trop les très jeunes, les 30-40. Et je vous dis, j'ai même eu un 75. Donc, je peux même pas vous dire, il y a une catégorie sociale. Je travaille en QPV. Donc, on pourrait imaginer quartier prioritaire de la ville. Donc, on pourrait s'imaginer mais pas du tout, hein, parce que j'ai aussi une patientèle qui est dans des quartiers pavillonnaires dits socialement privilégiés, on va dire. Non, j'ai pas de différence entre les deux. Comment vous réagissez très concrètement quand une dame relativement âgée, 75 ans, vous agresse verbalement? C'est quoi la première réaction? Alors, j'ai fait une formation personnellement, c'est pour ça que je rebondis sur ce que disait Mardoché sur les formations. C'est hyper important parce qu'effectivement, j'ai appris à contenir, j'ai appris à écouter et à baisser mon niveau de stress parce que c'est mon stress qui, quelquefois, peut générer une augmentation de stress en face. Donc ça, je l'ai appris avec des coachs qui vous donnent des techniques de relaxation, de respiration, de recentrage qui permettent de baisser ça. Et quand vous arrivez à reformuler la demande de votre patient calmement, donc vous m'avez bien dit et vous continuez sur cette écoute, vous continuez à essayer de baisser au max le niveau, on arrive dans 90% des cas à ce que le dialogue redevienne audible.
pour les deux. Si on vous hurle dessus et que vous hurlez aussi fort que que la personne que vous avez en face de vous, automatiquement vous arrivez à une situation d'agression. Si vous parvenez, vous déjà en tant que professionnel formé, et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive, à baisser ce niveau et à faire en sorte que la demande initiale se transforme, on parvient à désamorcer. Oui, donc on est sur des formations que vous avez suivies, qui ne sont pas enseignées dans vos études. Non. Peut-être qu'il va falloir d'ailleurs y penser, puisque ça Ça devient tendanciel. Oui. Avec des notions finalement de posture, c'est ça, à la fois physique et verbale, qu'il faut adopter devant des gens violents. Mais c'est presque les postures qu'on vous apprend en médiation. Oui, tout à fait. Les Ouais. médiateurs, c'est ce qu'ils font. Ou en management. Ou en management. De fait, c'est exactement la même chose. Il y a une question très concrète, vous allez voir, qui est posée par un praticien, une praticienne. Je vous propose de l'écouter, on y répond après. Bonjour, Dr Dozer, chirurgien gynéco qui fait un tout petit peu de suivi gynécologique. Que proposez-vous pour répondre aux patients qui, au-delà des violences qu'on peut entendre et vivre au quotidien sur des situations très très particulières, et ça je vais les mettre de côté, qui trouvent qu'on ne répond pas assez, malgré les secrétariats, malgré les télésecrétariats, etc., à toutes les demandes de suivi, de prise en charge pour des urgences minimes, parce qu'on est complètement saturé puisqu'il n'y a plus de soignants par les urgences concrètes, les annonces compliquées, les situations sociales très dures. Donc les patients qui vont plutôt bien ne supportent plus la frustration qu'on ne soit pas disponible, qu'on ne réponde pas dans la seconde, voire même qu'on les adresse à nos remplaçants pour délester un peu les patients qui vont bien sur les remplaçants. Que répondre En fait, j'en ai marre de passer mon temps à me justifier et culpabiliser de ne pas être disponible pour la terre entière. Est-ce que vous auriez un message type, une formule type, quelque chose pour nous aider à justifier la saturation du cabinet et le fait que sinon, voilà, les collègues de certains passent en burn-out et je peux comprendre. Voilà. Des conseils concrets de mail ou de réponse type. Merci beaucoup, bonne journée. On sent que ça abonde évidemment dans votre sens. Besoin de formation, désarmé, on n'a pas les mots, on n'a pas la connaissance de l'attitude à adopter. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, mais ça va avec ce que l'on disait tout à l'heure. Ça fait pas partie de nos formations initiales, hein. Donc que ce soit médical ou paramédical, pour beaucoup de professions, d'ailleurs. Oui, pour toutes les professions, on n'a pas ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se forme. Mais j'entendais la médecin qui dit j'en ai marre de me justifier. Mais en fait, c'est pas la demande du patient. Si vous cherchez bien, le patient, il vous demande pas de vous justifier. Il vous demande de s'occuper de lui. Et il faut qu'on apprenne à la bonne réponse et il faut qu'on apprenne à décoder le message de l'agresseur pour pouvoir y répondre et désamorcer et savoir quelle est sa demande réelle. Lui, il veut pas que vous lui disiez que c'est pas de votre faute, que le gouvernement... c'est pas une réponse. Voilà, c'est pas une réponse. La réponse qu'il veut entendre, c'est comment vous allez faire pour vous occuper de moi, en fait. C'est qu'est-ce que vous me proposez? Et c'est là où il faut qu'on les forme, il faut qu'on forme ces professionnels à déjà bien cerner la situation. Que se passe-t-il? Quelle est la demande réelle? Et comment je réponds à ça? Avoir une lecture du langage corporel de son patient, de ce qu'il veut réellement, et prendre le temps, parce que ça fait quelque temps que je fais ce podcast, et c'est quand même très unanime le constat des médecins. Bon, au-delà de la démographie médicale, dont on connaît le problème, il y a aussi le temps médical. Est-ce que on a le temps, quand on est un généraliste qui enchaîne les rendez-vous ou une infirmière libérale qui les enchaîne aussi, que de décoder ce langage corporel? Mais si vous le faites pas, vous allez au-devant d'agressions automatiques. Donc le temps, vous l'avez peut-être pas, mais de toute façon, vous allez le perdre si vous réglez pas cette situation. Donc si vous ne mettez pas un climat favorable, bien évidemment, vous pensez que vous allez en gagner, mais pas du tout. Il est préférable d'en perdre un petit peu, d'aller faire vos formations. Oui, ça va vous prendre du temps, effectivement, mais vous le gagnerez après, automatiquement. Donc... Est-ce que les ARS ont conscience de ça? Oui, c'est bien. Là, je vais laisser Mardoché y répondre, mais les ARS ont conscience, puisqu'elles nous font confiance pour justement ce plan d'action et pour pouvoir le déployer régionalement. C'était ça. Oui, alors les ARS appliquent la politique gouvernementale. Elles ont probablement conscience de tout cela, mais typiquement, le médecin dans son cabinet, qu'est-ce que vous voulez, quelle réponse il va faire? Donc voilà, effectivement, il doit savoir y répondre par les formations qu'on a citées tout à l'heure. Éventuellement se faire aider avec notre
responsable sûreté, appeler les téléphones qu'on a donnés, et puis voilà. Ensuite, il faut suivre. Il y a le deuxième volet dont il faut qu'on parle quand même, qui est relativement important, qui est l'aspect sécurisation de l'exercice, avec pas mal de mesures potentielles à mettre en place, notamment la surveillance des cabinets, notamment un lien direct avec éventuellement des boutons cachés pour pouvoir prévenir l'escalade de la violence. Est-ce que ça, pour vous, c'est réalisable, finançable et utile? Ça, c'est plutôt à Dave de parler. Hein. Oui. Il a cherché là-dessus. Réalisable, finançable, utile, oui. Je dirais oui pour les trois. Réalisable, oui. L'objet, c'est mettre en place des moyens intermédiaires pour prévenir la violence. C'est-à-dire, c'est ne pas attendre que la violence arrive pour anticiper. Bon, malheureusement, on a des cas où la violence est arrivée et forcément, étant victime, ça sensibilise et ensuite on a la volonté de s'équiper. Comme le cambriolage qui derrière déclenche généralement l'activement d'une alarme. Exactement. Ouais. Alors le défi, c'est mettre en place des moyens qui permettent aussi toujours de maintenir le lien entre le soignant et le patient. Il y a plusieurs moyens qui peuvent être mis à disposition. On parle notamment de boutons d'urgence, on parle notamment d'applications qui seraient téléchargeables sur téléphone. On parle également de montres avec la possibilité de déclencher un signal à des personnes de confiance qui elles-mêmes vérifieraient en retour, feraient une levée de doute pour savoir si tout va bien. Donc il y a levée de doute égale passer un coup de fil. Enfin, en gros, je pense à l'infirmière libérale du coup qui est équipée d'une montre et qui déclenche. Ok. Oui, dans le cas d'une infirmière libérale, par exemple, qui se déplacerait à domicile et qui aurait une application sur téléphone ou un système sur montre, elle déclencherait le signal qui serait alors traité par des personnes de confiance qu'elle aurait choisi, selon un protocole choisi avec l'entreprise et la personne qui a sollicité le programme, et ou un traitement ou un signal traité par le centre de télésurveillance choisi avec la société de sécurité ou la société de la solution. Voilà, et là donc on imagine plus cabinets médicaux ou maisons de santé pluridisciplinaires équipées de ce type de vidéosurveillance, quoi. Oui, même si pas que, effectivement, parce que là je parle notamment de dispositifs individuels, c'est-à-dire des dispositifs qui seraient à destination des professionnels de santé et qui protégeraient justement ces médecins, infirmiers et autres qui sont qualifiés comme étant des travailleurs isolés. Parce que quand on prend le cas d'un médecin ou d'une infirmière libérale, lorsqu'elle se déplace à domicile, elle est isolée. Elle peut se retrouver dans une situation de violence en étant isolée. Donc là, il faut trouver les moyens de pouvoir la sécuriser. Il faut trouver les moyens de faire en sorte qu'elle puisse alerter quelqu'un si une situation de violence devait aboutir. Et c'est là qu'on a mis en place justement cette liste d'équipements PTI, donc protection de travailleurs isolés, à destination des professionnels de santé pour qu'ils puissent s'équiper. Donc il y a des applications, des montres, des porte-badges et des trucs là, et des boutons d'urgence. Voilà, des push-up. C'est à financer en propre, c'est-à-dire, ou est-ce que ça peut être, il peut y avoir une aide Il y a deux solutions. Alors pour ces aspects-là, là c'est du financement propre. Mais par contre, en parallèle, nous avons établi une convention avec le Conseil régional Île-de-France pour de l'aide de financement de dispositifs aussi. Mais là, ça va être beaucoup plus du dispositif, du matériel type interphonie, vidéosurveillance, porte blindée, je dirais plus des gros travaux. Donc on a à la fois un dispositif proposé par le plan qui permet de protéger les professionnels de santé sur le plan individuel, et on a aussi des dispositifs via le Conseil régional Île-de-France pour de la protection de grosses œuvres, type maison de santé et autres. Fatima, Mardoché, vous êtes équipés? Vous avez l'intention de le faire? Moi, je suis équipée. Vous êtes équipés? Retour sur expérience? Retour sur expérience, c'est exactement ça. Et alors, vous en dites quoi? Est-ce que c'est déjà psychologiquement c'est sécurisant? Sécurisant? Oui, ça fait moins peur. Ça fait moins peur parce que je me dis qu'au pire des cas, si j'arrive sur un domicile et que je me trouve face à une situation de violence avérée, parce que il y en a, j'ai quand même un système qui me permet, au-delà d'essayer de régler seul, j'ai quand même un système qui me permet d'alerter. Vous l'avez déjà utilisé? Non.
Depuis que je l'ai, je l'ai pas utilisé. Alors que j'en aurais eu bien besoin à un avant. autre moment et je ne l'avais. Voilà, l'esprit cambriolage. Jusqu'à ce que ça vous arrive vraiment, vous vous dites bon non. Mais maintenant que je l'ai, bizarrement, j'en ai pas besoin. Mais ça fait rien, je vais le garder. Hein. Là, Donc ça c'est me- important aussi psychologiquement. Oui. Ça sécurise. Mardoché, vous êtes équipé, vous? Non. Non. Mais il va pas à domicile en même temps. Si. Si, tu vas. Ah bah si, bien sûr. Et est-ce que vous comptez l'être? Non. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais pour l'instant, il faut qu'on trouve des solutions financières. Alors, c'est un des problèmes. C'est le médecin lui-même qui doit donc s'abonner à ces systèmes et payer sur ces deniers, en quelque sorte. On n'arrive pas en ce moment à mettre de solutions en place pour que ça soit pris en charge. Ça coûte cher ou pas, Fatima, par exemple? C'est quoi? C'est un système avec une montre connectée? Application. Ouais, c'est une Ça application vous et coûte j'en ai combien? pour 15 € par mois. 15 € par mois. Mais alors, le temps de l'événement, est-ce que il y a une réaction rapide? Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas fait, j'ai dit. À mon avis, c'est pour ça que Normalement, je ne sais pas il y a si une c'est la réaction panacée. rapide. Voilà. Mais du moins, Ouais, j'espère. C'est ce que Dave appelle le Oui. c'est quoi déjà le La personne de confiance de l'autre Ouais, la côté personne qui de alerte. confiance. Donc ça doit téléphoner automatiquement, je pense. Ça envoie une notification. Le D'accord. système envoie une notification sur le téléphone que j'ai choisi. Donc on peut pas faire beaucoup plus rapide. Ah non, je De peux vous fait. confirmer pour avoir eu des démonstrations, ce sont des signaux qui se font rapidement. Maximum, si on prend le cas d'un dispositif, par exemple d'une montre qui serait liée à un centre de télésurveillance, ils ont un délai de traitement de 30 secondes. L'agent a un délai de traitement de 30 secondes quand il s'agit d'un signal d'urgence. Donc quand même, il y a un traitement d'urgence et qui est rapide et qui est effectif. Et les offres se multiplient, c'est-à-dire qu'il y a Oui, il y a un grand panel. Ouais, c'est ça. Les créateurs d'applications doivent voir qu'il y a une manne et un marché quand même, donc les offres se multiplient. Oui, il y a un marché effectif qui est là, qui est présent, beaucoup d'offres, mais après, c'est pas tant la quantité, mais c'est la qualité, et surtout des dispositifs discrets qui puissent convenir aux professionnels de santé, parce que si on commence à avoir des professionnels qui accueillent leurs patients avec une caméra à la poche, C'est avant, interdit, je crois. déjà c'est interdit, et puis ce serait vraiment pas constructif. Donc il vaut mieux pour le professionnel de santé et le patient d'ailleurs qu'il y ait des systèmes qui soient discrets et qui ne frustrent personne. Ah, il y a peut-être une obligation de communication quand même sur ce site est en vidéosurveillance ou des choses comme ça, ou est-ce que vis-à-vis du patient, est-ce qu'il y a une obligation de communiquer quand on est équipé d'un... Oui. Ouais. Pour la vidéosurveillance, oui. Pour la vidéosurveillance, Oui. Pour Parce votre qu'il y a une appli, caméra. non. Mais mon appli, non. Non. D'accord. Je ne prends pas de photos et je n'ai pas de vidéo des patients. L'obligation est liée à l'image. Si vous prenez l'image d'un patient, vous devez l'avertir que potentiellement il peut être photographié ou sur une caméra en visio. Donc ça, c'est une obligation. Mais en application, non. Je prends pas de photos, j'alerte simplement. Voilà, typiquement pour tous ces problèmes, le professionnel de santé peut téléphoner au chargé de sûreté et il va tout lui expliquer. Donc on retiendra les 15 € par mois de l'application, c'est-à-dire à peu près le coût d'un abonnement Netflix, savoir qui doit le payer, on va voir. Donc on a parlé formation, nécessaire formation, et ça effectivement c'est un point extrêmement important et en plus vous nous avez fait un retour sur l'expérience qui semble tout à fait probant. Les applications qui existent pour donner l'alerte et ensuite prévention terrain. Qu'est-ce que vous faites pour faire de la prévention terrain ? C'est-à-dire est-ce que vous allez répondre aux questions? Je sais que vous organisez notamment des soirées dans des endroits où les médecins sont particulièrement touchés par des violences, où vous faites de la prévention. Ça, est-ce que ça fonctionne? Et est-ce que les gens sont demandeurs? Mardoché. Alors, les gens sont demandeurs. On fait prévention terrain, ça veut dire beaucoup, mais concrètement, on fait des formations sur le terrain, mais ensuite, le professionnel est seul après cette formation, et donc il doit effectivement faire face s'il y a une situation particulièrement dangereuse ou c'est une personne vulnérable. Après, il a fait la formation, il est plus armé, mais voilà. Mais on est là pour faire les formations. On a tout un plan de formation dans les différents départements, et ceux qui ont besoin et qui sont demandeurs peuvent téléphoner à l'URPS ou à l'AUF et on fera les formations localement. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi dans la question qu'on a entendue là, ce côté un peu travailleur isolé, je suis démuni, seul face à tout ça. Vous le voyez là dans les soirées que vous organisez, cette demande croissante comme ça des gens de donnez-moi des infos, donnez-moi des tips, des trucs concrets pour répondre à ça. Vous le sentez ça monter? Oui, on le sent bien, et on a aussi d'autres réponses. Il y a la formation d'une part, mais il y a aussi tout l'aspect communication.
avec tout ce qui va être affiche, tout ce qui va être sensibilisation. N'oublions pas qu'il y a les professionnels vers qui on communique largement, mais on a mis dans notre plan d'action une communication envers les usagers, communication adaptée, parce qu'il n'y a pas mieux quand même en termes de prévention que de prévenir des deux côtés. Il faut quand même aussi qu'on ait cette communication large auprès des utilisateurs du système de santé et qui potentiellement donne les réponses en direct, que ce soit par forme d'affiches, par forme de petites vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur les réseaux à la mode, très à la mode chez les jeunes, que je ne citerai pas ici, mais ce type de communication va aussi aider cette femme médecin, puisque ça va permettre d'avoir une explication beaucoup plus large envers tout le monde. Donc cet aspect-là, ça fait partie aussi de notre plan de com. Mais la prévention sur le terrain, si on voulait être efficace, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux, voyez-vous. Parce que on est quand même sur 8 départements avec une population francilienne qui est énorme. Donc on va commencer déjà à communiquer sur les réseaux, fournir des affiches. Je crois que l'URPS Médecins Libéraux a mis en place un système d'affichage qui est assez performant et qui est à disposition de tous les cabinets médicaux. Pour les autres professionnels de santé, on va également trouver une affiche qui soit la plus performante possible et qui explique bien un peu ce qu'est l'agression, comment on peut lutter, quelles sont les démarches à faire. Voilà, je pense. Là, on donne quand même sur le versant terrain, on donne le max d'informations. Prévention, communication, formation, voilà. Donc oui, le travail. On est dans les mesures, non? Oui, mais dans la concrétisation de ces mesures. Donc c'est l'avantage d'être. On n'a pas attendu le plan, rassurez-vous. Les inter-URPS et de vous être entendus d'ailleurs là-dessus ensemble pour avancer dans le même sens, parce que. C'est-à-dire que. Je vais quand même remettre à César ce qui est à César. Donc on a été, l'AIUF a été interpellé par l'URPS Médecins Libéraux qui avait déjà commencé à travailler sur ce plan et on l'a généralisé en le mettant sur toutes les professions de santé qui sont toutes concernées par les agressions. Merci Fatima. Et par le même type d'agression, donc ça valait le coup effectivement d'unir ses forces pour communiquer efficacement, faire de la prévention et de la formation. C'est la même chose effectivement, puisque le professionnel de santé, quel qu'il soit, a fait face au même type d'agression, donc effectivement il y a une réponse commune. Maintenant, au-delà de ça, il y a une réponse policière et juridique, et là-dessus on travaille également avec l'AIUF et Dave Mabongo et Fatima pour que il y ait un arsenal législatif beaucoup plus fort. Il y avait une loi qui était en gestation qui s'appelle la loi Pradal, qui entre-temps est tombée aux oubliettes, j'allais dire. Elle est au Sénat. Elle est passée en première lecture à l'Assemblée, mais sonore. Mais vu comme il y a eu la dissolution et qu'on est face à une nouvelle Assemblée, on ne sait pas quelle va être la suite. Voilà. Mais c'est aussi important pour le professionnel, lorsqu'il fait la démarche d'aller, de déclarer ça, etc., de voir s'il se passe quelque chose ou pas. S'il se passe rien, il va s'arrêter. Il va plus rien, il va pas le faire. Il va le garder pour lui ensuite. Mais on est là, effectivement, pour le former, pour l'aider. Et Monsieur Dave Mabongo est là pour aller sur le terrain, puisqu'il l'a fait déjà la semaine dernière. Il a été dans les Yvelines, dans une MSP, où il les a aidés à sécuriser les lieux, à leur donner des conseils dans de telles situations. Absolument. Et le podcast va aussi leur servir, donc je l'espère. Merci à tous les trois d'avoir été disponibles aujourd'hui. Juste Dave, un dernier mot, si vous avez le numéro à donner aux praticiens qui voudraient vous appeler, ce serait idéal de redonner ce numéro. Bien sûr, on le mettra dans les commentaires en dessous de ce podcast, mais il faut quand même qu'on ait ce numéro. Alors, il y a un numéro unique que Dave a donné. Il y a notre numéro, mais qui était antérieur déjà à l'URPS Médecins, 01 45 45 45 45, qui, en tapant 1, rebascule automatiquement sur le numéro de Dave Mabongo, qui va vous donner... Oui. Alors, je vous donne un autre numéro, qui est le 01 88 61 61 71. 01 88 61 61 71. Voilà, donc... Deux solutions pour, de toute façon, retrouver Dave au bout du fil. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Et puis à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.